franceinter.com. Il a failli faire scandale à Cannes, Hors la loi, le dernier film de Rachid Bouchareb, simplement parce qu'il consacrait quelques minutes aux événements de Sétif. Un massacre survenu alors que la France et les Français fêtaient le retour de la paix en mai 1945. Et c'est justement à l'occasion de la sortie d'un autre film de Bouchareb, Indigène, que Monsieur X m'a entretenu de ces événements dramatiques. Ils ont été, à juste titre, reconnus. Et ils vont même recevoir enfin le prix de leur sacrifice, plus d'un demi-siècle après. Je veux bien sûr parler des combattants issus de notre ancien empire colonial qui ont rejoint volontairement l'armée de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a donc suffi d'un bon film, Indigène, et d'une poignée de vedettes pour qu'on s'émeuve au plus haut sommet de l'État et que justice leur soit rendue. Cependant, il ne faut pas oublier que le jour même où l'on célébrait dans la joie la capitulation allemande, c'est-à-dire la fin de ce conflit mondial, le 8 mai 1945, l'Algérie prenait feu et que certains de ces valeureux soldats de l'armée coloniale qui venaient d'en finir avec l'ennemi nazi, tirailleurs sénégalais ou tabors marocains, ont peut-être dû faire feu sur leurs frères indigènes. Combien de morts à Sétif, à Guelma et dans tout le Constantinois ? Difficile à dire. Seule certitude, ils ont été des milliers à tomber sous les balles des soldats, des policiers et des milices dites civiques constituées à la hâte pour réprimer ceux que l'on appelait encore les indigènes. Un véritable bain de sang qui passe pratiquement inaperçu en métropole. Les événements de Sétif, comme on les nomme pudiquement de l'autre côté de la Méditerranée, ne provoquent guère d'émotion. Et d'ailleurs, on fera tout pour occulter ce massacre. Quant au général de Gaulle, président du gouvernement provisoire, il n'y consacre que 2 lignes dans ses mémoires. Pourtant, aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à dire que ces jours sanglants de mai 1945 ont constitué le vrai commencement de la guerre d'Algérie. Monsieur X revient sur le déroulement des faits et démontre que ce drame était prémédité.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Alors les faits d'abord, et ensuite on examinera le contexte et le rôle très louche que certains acteurs ont joué dans la coulisse. Mais je vous en prie, un petit peu de patience. Oui, comme d'habitude. Ça. Sans commentaire. Ce 8 mai 1945 est jour de marché à Sétif. Ça signifie que beaucoup de paysans sont venus des villages environnants pour vendre leurs produits. Ils ne sont pas là, eux, pour fêter la victoire des Alliés sur le Troisième Reich. C'est exact. Alors, cette fête, comme dans tous les départements et bourgades de France... Ici, il faut rappeler que l'Algérie est alors composée de départements français. Oui, ce n'est pas une colonie. Donc, comme partout en France, des manifestations et des rassemblements vont se dérouler pour célébrer la victoire. Devant les monuments aux morts. Généralement. À Sétif, les dirigeants nationalistes algériens ont décidé d'organiser leur propre manifestation. Les dirigeants musulmans, comme on les appelle. Oui. C'est ça, oui. Oui, oui. Il y aura donc deux manifestations, celle des Européens et celle des musulmans. Alors, ma première question, pourquoi pas une seule manifestation? Parce que les Européens veulent bien que les indigènes participent à leur défilé, mais en nombre limité et surtout en queue de cortège. Oui, donc ségrégation, quoi. Deuxième question, est-ce que la manifestation des Algériens est autorisée? Oui. Mais le sous-préfet et le commissaire ont expressément demandé que le cortège ne soit pas politique. Par conséquent, ils ont interdit les banderoles et les pancartes revendicatives. Oui, c'est-à-dire nationalistes. Évidemment. Ouais. Il faut dire que 8 jours plus tôt, à l'occasion de la fête du travail, il y a eu de graves incidents. Ouais. Lors de manifestations de musulmans. Alors. Oui, dans plusieurs villes d'Algérie. Les incidents les plus sérieux s'étant produits à Alger, où 2 manifestants ont été tués par la police. Des manifestants indépendantistes. Clairement, oui. Mais les cortèges, il faut le souligner, étaient pacifiques. Et c'est lorsqu'ils ont essayé de franchir les barrages des forces de l'ordre que celles-ci ont ouvert le feu. Et parfois, il y a eu aussi des provocations de la part de la police et pas mal d'arrestations. En tout cas, ces premiers événements ont braqué la population européenne. Ils l'ont inquiété, j'imagine. Oui, c'est une époque, il faut le rappeler, où le Parti communiste d'Algérie traite les nationalistes de provocateurs hitlériens. Hitlériens. Ouais, mais enfin, le Parti communiste d'Algérie, le PCA, finira quand même par changer d'attitude. C'est juste, mais il mettra le temps, comme une bonne partie de la gauche d'ailleurs. Enfin, revenons à Sétif. Attendez, avant là. Qui sont ces nationalistes ou indépendantistes algériens? Il existe essentiellement 2 organisations. Historiquement, la première, c'est celle de Messaliadj, Oui, le leader historique indépendantiste. qui a créé dans les années 20 l'Étoile nord-africaine, un mouvement dissous par les autorités françaises et qui renaîtra avant la guerre sous le sigle PPA, Parti du peuple algérien. Messaliadj, d'abord proche des communistes, a été arrêté à plusieurs reprises et condamné aux travaux forcés. Libéré en 1943, il est à nouveau arrêté en avril 1945 et conduit en Afrique noire. Mis en résidence surveillée? Oui, ouais. on en reparlera car il est évident que le retour de Messaliadj en Algérie est une revendication permanente des nationalistes. Ouais. Mais Saliadj est un indépendantiste pur et dur. Ce qui n'est pas le cas, au moins au début, de l'autre mouvement nationaliste, l'AML. Ce qui signifie ça? Les Amis du Manifeste et de la Liberté. Leur leader et créateur est celui qu'on a appelé le pharmacien de Sétif. Ah oui, c'est Ferhat Abbas. Oui, en effet, oui. Ami de la liberté, je comprends, mais ami du manifeste, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vous explique rapidement. Ferhat Abbas, qui a d'abord envisagé l'autonomie de l'Algérie, Et pas l'indépendance. non, ce modéré, espère sincèrement que son pays restera associé à la France. Mais il comprend peu à peu que son rêve ne sera jamais exaucé par Paris. En témoigne une ordonnance de mars 1944 qui n'accorde la citoyenneté française qu'à quelques dizaines de milliers de musulmans. Ferhat Abbas est d'autant plus déçu que la charte de l'Atlantique signée en 1941 par Roosevelt et Churchill a solennellement reconnu le droit des peuples à choisir librement leur forme de gouvernement. Oui, il faut dire que le président états-unien a toujours été farouchement anticolonialiste. Surtout lorsqu'il s'agissait de colonies françaises. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il en soit, lorsque les troupes alliées ont débarqué en Afrique du Nord en 1942, elles ont soulevé un immense espoir parmi la population algérienne. Mais pour les nouvelles autorités françaises, Giraud d'abord, puis de Gaulle, il n'était absolument pas question de céder aux revendications des indigènes. Ouais. C'est pourquoi la position d'un homme comme Ferhat Abbas s'est progressivement radicalisée? D'autant que le Comité français de libération nationale, créé à Alger au cours de l'été 1943, ne compte aucun Algérien. Et c'est pourquoi, la même année, Ferhat Abbas rédige le manifeste du peuple algérien. Ah oui, alors d'où cette curieuse appellation
ami du manifeste et de la liberté. Et est-ce un texte fondateur? Oui, car il réclame la fin de la souveraineté française sur l'Algérie. Alors fini l'association. Et donc la revendication de la citoyenneté française. Ferhat Abbas ne cache guère qu'il compte sur le soutien des anglo-saxons. Il leur a d'ailleurs envoyé en priorité son manifeste. Voici donc résumé à grands traits l'évolution d'un homme comme le pharmacien de Sétif. Et ces rapports-là avec l'autre organisation, celle de Messali Hadj? Il est évident que les deux mouvements sont des alliés objectifs. Mais il est aussi certain que le PPA de Messali Hadj est plus radical, plus déterminé, alors que Ferhat Abbas demeure un partisan du dialogue. Alors, revenons à Sétif. Oui, rappelons quand même que Messali Hadj a été arrêté quelques jours plus tôt. C'est en effet excessivement important. Et je peux vous dire tout de suite qu'il ne s'agit nullement d'un hasard. Quoi alors, une provocation? Nous verrons ça plus tard. À Sétif, la manifestation du 8 mai est organisée par les deux mouvements nationalistes PPA et AML. Et ça commence très bien. Le cortège qui s'ébranle à 8h30 du faubourg de la Gare est rigoureusement ordonné. En tête, derrière les 4 drapeaux alliés, défilent quelques dizaines de scouts. Puis viennent les porteurs de gerbes et enfin le flot des manifestants. Mais combien sont-ils là? 6 à 7 000. C'est beaucoup pour la petite ville de Sétif. Mais soudain, alors que le défilé pénètre dans le quartier colonial... C'est le quartier européen, ça? C'est ça. Ouais. Soudain, donc, un 5e drapeau apparaît au milieu des 4 autres. Vert, blanc, rouge. C'est le drapeau du PPA de Messali Hadj. Et ça deviendra plus tard le drapeau algérien. En effet. Et en même temps surgissent au-dessus de la foule des pancartes et des banderoles. « Libérez Messali » ou « Vive l'Algérie indépendante ». Aussitôt, un commissaire qui surveille le défilé avertit le sous-préfet qui lui donne l'ordre de se saisir de ces insignes interdits. Une action un peu délicate. Ouais, d'autant plus délicate que la foule algérienne est enthousiaste. Les scouts chantent et les femmes poussent des you-you. Alors, le commissaire prend la décision de barrer la rue avec une voiture de police devant laquelle se tiennent quelques policiers armés de mitraillettes. La suite est relativement confuse. Le commissaire enjoint aux manifestants d'abaisser leurs pancartes et de faire disparaître le drapeau nationaliste. Oui, mais enfin, j'imagine que les Algériens refusent. Bien entendu. Alors des coups de feu claquent. Le porteur du drapeau, un jeune homme de 22 ans, s'écroule, mortellement touché. Il y a aussi d'autres morts et d'autres blessés. Et c'est la bagarre à laquelle se mêlent des Européens présents dans la rue. Mais si je vous ai bien entendu, l'initiative de l'ouverture du feu a été prise par la police. Incontestablement. Les policiers ont tiré des rafales de mitraillettes dans la foule. Une foule qui, après avoir d'abord reflué, semble prise de folie et se livre à une véritable chasse aux Européens. Les Algériens s'emparent de couteaux, de bâtons ou de grilles et frappent à tout va. La situation échappe totalement aux militants nationalistes qui essaient de les rappeler à la raison. Alors, un massacre. Les Algériens veulent absolument venger leurs frères qui sont tombés. On entend des cris appelant au djihad. Et avant que l'armée prenne les choses en main et instaure la loi martiale, il y a déjà eu au moins 20 morts européens. Mais le mouvement va s'étendre le lendemain dans les campagnes alentours et dans d'autres villes comme Guelma. Je reviendrai sur ce qui s'est passé à Guelma. Sachez quand même que dans le Constantinois, on comptera très précisément 103 morts européens, dont 86 civils. Ouais, et du côté algérien? On ne s'attardera pas à compter les victimes, mais la terrible répression qui suit en fera des milliers et même, selon certains, des dizaines de milliers. France Inter, rendez-vous avec X. L'historienne Annie Ray Goldzegay a vécu en Algérie. Dans un livre très objectif paru à la découverte aux origines de la guerre d'Algérie,
Elle décrit l'état d'esprit des Européens après les premières violences de Sétif. Après ce cauchemar, comment réagissent les Européens? Ils ont connu l'horreur du massacre et des violences, victimes innocentes, entre guillemets, de la barbarie indigène, toujours entre guillemets, qui tue, mutile, éventre et viole après avoir incendié et pillé. Une véritable panique s'empare de ces Européens si sûrs de leur légitimité et de leur supériorité. Dans un sursaut, ces groupes souvent opposés se soudent en une solidarité qui les pousse à crier vengeance et à exiger la loi du talion. Non seulement ils attendent une répression féroce et définitive de la part des forces de l'ordre, mais ils s'enrôlent comme un seul homme pour s'armer et régler leurs comptes à ceux qui leur ont fait si peur et venger l'un des leurs disparus. La chasse aux merles, encore entre guillemets, peut commencer avec la complicité des officiers écœurés par des scènes tragiques, des forces de police, des gendarmes eux-mêmes en danger et des autorités locales impressionnées par le consensus violent de cette minorité agressée et prête à défendre ses privilèges à tout prix. Avant d'essayer d'établir un bilan et de comprendre, voyons ce qui s'est passé à Guelma, une petite ville située à plus de 150 km de Sétif. Là aussi, les musulmans ont l'intention de défiler, mais plus tard, en fin d'après-midi. Est-ce que les habitants de Guelma ont eu connaissance des événements de Sétif qui se sont déroulés le matin même, hein? Vraisemblablement. En tout cas, les autorités, elles, ont été informées. Et en particulier un homme qui va jouer un rôle éminent dans cette affaire, le sous-préfet André Acchiari. Alors, un mot peut-être sur ce personnage? Volontiers. Né en Algérie, dans une famille socialiste d'origine, cet homme parle parfaitement l'arabe et le kabyle. À la différence de beaucoup de pieds noirs, qui ne s'intéressaient guère, il faut bien le dire, à la langue et à la culture autochtone. C'est juste. Ouais. Ce sportif, après être passé par les jeunesses socialistes, décide de faire carrière dans l'administration et devient commissaire de police. Et il est assez rapidement affecté à la surveillance du territoire. Ouais, ce qui deviendra plus tard la DST. Oui, c'est un policier sanguin, impulsif, une grande gueule à qui les moyens radicaux ne font pas peur. C'est-à-dire là... Il n'aurait pu jamais utiliser de manière forte pour se débarrasser de ceux qui le gênent. Physiquement, vous voulez dire? C'est ce qui se dit à Alger, en tous les cas. Ainsi, ce résistant de la première heure sera soupçonné d'avoir fait disparaître des agents italiens ou allemands. Il sera aussi accusé par les communistes algérois d'avoir torturé et tué une jeune militante. Il a aussi pris part à l'assassinat de l'amiral Darlan, ce qui lui vaudra d'être provisoirement placé en résidence surveillée. Et ça explique sans doute pourquoi ce policier, décoré de la médaille de la Résistance par le général de Gaulle, bifurque vers la préfectorale. Alors, sous-préfet donc. Sans cesser pour autant d'avoir des contacts avec les services spéciaux. Ah bon? Très tôt, il est de ceux qui pensent que la situation risque de devenir rapidement explosive en Algérie. Et il est partisan de frapper très fort pour juguler les revendications des musulmans. Aussi, quand à Guelma, le défilé indigène atteint la place centrale de la ville, c'est Acchiari en personne qui intervient. Que fait-il là? Armé d'une mitraillette, il ordonne aux manifestants de refluer et de se disperser. Mais, comme à Sétif, ceux-ci refusent. Alors, le sous-préfet tire d'abord en l'air. Et comme les manifestants ne bougent toujours pas, il finit par tirer dans le tas. C'est une attitude incroyable, stupéfiante pour un sous-préfet. Et plusieurs hommes tombent mortellement touchés. Les musulmans, paniqués, se débandent, tandis qu'André Acchiari instaure aussitôt un couvre-feu. Mais il ne va pas en rester là. Dans la nuit, il convoque les principaux responsables européens. Politiques, syndicalistes, fonctionnaires. Même les communistes en sont. Et pourtant, les communistes ne doivent pas le porter dans leur cœur. C'est évident. Ouais. Ils approuvent les propositions du sous-préfet. Qui sont? Essentiellement la constitution d'une garde civique. Mais pourquoi? Il n'existe pas de force de l'ordre également? Il y avait une garnison, mais le sous-préfet se méfiait des tirailleurs indigènes. Il fait donc appel aux Européens qui, il faut le noter, se précipitent en grand nombre. Des hommes à qui on va immédiatement distribuer des armes. S'agit-il d'une sorte de milice d'autodéfense? Beaucoup plus que ça. Ces Européens armés passent aussitôt à l'action et se livrent à des exécutions sommaires sur tous les musulmans qui ont le malheur de se trouver à l'extérieur. Pire, s'improvisant policiers, ils perquisitionnent, arrêtent, tuent ou internent tous les indigènes suspects. Ouais, bref, ils font la loi dans Guelma, quoi. Mais leurs exactions sont à l'origine de l'insurrection,
qui va soulever une partie du Constantinois. Les musulmans des villages veulent en effet venir au secours de leurs frères qu'on assassine et marchent sur Guelma. Ils sont armés? De briques et de broc. Les mieux équipés portent de vieilles pétoires, des fusils de chasse. Quoi qu'il en soit, à l'initiative d'Akhiari, qui affirme que la ville est assiégée, l'armée intervient dès le lendemain matin. D'abord l'aviation, qui bombarde aveuglément tous les rassemblements d'indigènes. Ouais, puis il y a forcément de nombreuses victimes. Évidemment. Mais je vous l'ai dit, l'insurrection s'étend. Et les moyens utilisés par l'armée vont aller en augmentant. Même la marine bombarde les villages où sont censés exister des foyers de rébellion. Ouais. Ah, exactement comme si c'était la guerre. Une guerre effroyablement meurtrière, tant la répression exercée par l'armée est féroce. Les militaires, toujours secondés par ces gardes civiques qui ont été aussi créés dans d'autres villes du Constantinois, commettent de vrais massacres. On estime, les chiffres sont très discutés, que pour un Européen tué, 100 Algériens ont péri. Ouais. Les dirigeants nationalistes algériens n'ont-ils pas alors été tentés de décréter une insurrection générale dans toute l'Algérie? Ils y ont pensé, c'est certain. Ils ont rêvé à cette occasion d'embraser les départements algériens. Une guerre d'indépendance, quoi. Et les partisans de Messali Hadj étaient, semble-t-il, prêts à tenter l'aventure. Mais l'AML de Ferhat Abbas s'y est opposé. Et le PPA a renoncé. Ouais. À cause de l'ampleur et de la brutalité de la répression. Vraisemblablement. Le résultat aurait été désastreux car les têtes des deux mouvements nationalistes auraient été éradiquées et de très nombreux militants seraient tombés. Et ça aurait retardé le déclenchement de la vraie guerre d'Algérie qui ne commencera réellement qu'à la fin 1954. Oui, à la Toussaint, et puis surtout en 1955. En outre, il est certain que le parti de Messali Hadj, même si beaucoup de ses militants avaient plongé dans la clandestinité, ne disposait pas d'une organisation telle qu'elle aurait pu s'opposer efficacement aux forces françaises. Autre question essentielle. Pourquoi ces événements de Sétif et de Guelma ont-ils si peu intéressé la métropole? D'abord parce que les autorités coloniales ont imposé une stricte censure. Ouais, silence au massacre. Il ne fallait pas qu'on prenne conscience de l'ampleur des exactions. La meilleure preuve, c'est la mission avortée du général Tubert. Ce militaire a été chargé par le gouverneur Châtaigneau de diriger une commission d'enquête sur les événements. Il est donc arrivé en Algérie fin mai. Et dès le lendemain, on lui a demandé de repartir pour la métropole. Ouais. C'était pourtant le gouverneur de l'Algérie qui l'avait appelé. Ce général était sans doute trop curieux. Il s'est donc attiré d'emblée l'hostilité de tous ceux qui avaient pris part au massacre ou qui étaient compromis. Et qui avait donc du sang sur les mains. Un seul fait, tiré d'un rapport de police. Écoutez bien. Vers la mi-mai, le préfet de Constantine, Lestrade Carbonel, rassemble dans la cour de la gendarmerie de Guelma tous ceux qui ont concouru à la répression, garde civique et forces de l'ordre. Et il dit « Je vous félicite et je couvre tout, même les sottises. » Parce qu'il appelle ça des sottises. Les exécutions sommaires, par exemple. J'ajoute que ce trop curieux général Tubert était aussi franc-maçon, ce qui, dans cette Algérie européenne restée largement vichysoise, était un grave défaut. Donc on lui a fait comprendre qu'il fallait décamper. Assez vite, il n'empêche qu'il a quand même rédigé un rapport très instructif. Mais attendez, concrètement, là, qui lui a ordonné de rentrer en métropole? Le gouvernement français, c'est-à-dire le général de Gaulle. Alors, vous me questionnez sur le peu de réactions suscitées en métropole. Les Français, il faut bien le reconnaître, avaient la tête ailleurs. C'était enfin la paix, et la population métropolitaine était surtout préoccupée par la question du ravitaillement. Et à ce propos, il faut d'ailleurs observer que l'Algérie venait aussi de connaître une période de hache maigre. Mauvaise récolte, pluie de sauterelles, sécheresse, épidémie, des régions entières étaient touchées par la famine. Et ça concernait bien sûr en priorité les indigènes. Et d'après vous, ça a pu jouer un rôle dans la révolte? Très certainement. Les petits paysans principalement souffraient. Et leur ressentiment n'en a été que plus fort. Et sur le plan politique, strictement politique, y a-t-il eu des réactions? Très peu. Je vous l'ai dit, en métropole, on pensait autre chose. Et à gauche, là où les sentiments anticolonialistes auraient dû être les plus virulents, on s'est assez facilement contenté de la thèse officielle. Cette insurrection avait été fomentée par les nostalgiques de Vichy et de la collaboration. Et c'était d'autant plus facile à faire passer que le Troisième Reich avait sciemment mené une politique pro-musulmane et pro-arabe. On a quand même vu quelques Nord-Africains dans les bandes de la sinistre Carlingue. La Gestapo française, oui. Lafont et Bonny ont en effet essayé de monter une brigade nord-africaine pour lutter contre la résistance essentiellement dans le sud-ouest. Toutefois,
Ils ont surtout recruté dans les bas-fonds et le milieu. Et puis ça ne peut pas faire oublier que dans leur immense majorité, les populations autochtones de nos colonies ont choisi le camp de la France libre. En tout cas, la gauche a, selon vous, avalé le bobard du complot des revanchards. Les communistes en tête, c'est malheureusement vrai. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il y a vraiment eu un complot. Mais il ne venait pas du côté où on l'attendait. France Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Gilbert Meignier a consacré un ouvrage à l'histoire du FLN. À propos de la répression de 1945, il écrit ceci. À Guelma, avec la complaisance active du sous-préfet Acchiari, plusieurs centaines de gens furent ramassés par camion. Les prisonniers furent extirpés de la prison. Après une parodie de jugement, plusieurs centaines furent exécutés près des fours à chaux d'Héliopolis et de Belkeïr. Une rumeur insistante, encore bien vivante dans le Constantinois à la fin des années 60, parlait de cadavres brûlés dans les fours à chaux au lieu dit El Hadj en Barak. Les zones insurgées furent quadrillées, les mechtas incendiés, les habitants pourchassés à la mitrailleuse, les cadavres sommairement enterrés. L'aviation, sous la responsabilité d'un ministre communiste, le grand résistant et ancien mutin de la mer Noire, Charles Tillon, pilonna les Babors et plusieurs villages de la région de Guelma pendant que l'Humanité, le journal L'Humanité, demandait la punition exemplaire des tueurs hitlériens de Sétif et tentait d'accréditer la thèse d'un complot fasciste. Le croiseur du Guet-Trouin, depuis le Cap Aucas, pilonna les mechtas de la région de Kerata. Dans les Babors, la répression prit la forme d'une humiliation systématique. 5000 paysans, regroupés sous la menace de mitrailleuses, furent obligés de s'agenouiller devant le drapeau français et de demander pardon à la France en criant « Vive la France !» Un colonel de la Légion obligea les populations de plusieurs mechtas à se regrouper pour crier en chœur, prosternés, la face contre terre, « Nous sommes des chiens !» et Ferratabas est un chien. Une précision toutefois. Dans une note, Gilbert Meignier affirme à propos de l'ancien chef des FTP, Charles Tillon, s'il désapprouva cet ordre de bombardement, il ne démissionna pas du gouvernement présidé par De Gaulle. Le livre de Meignier a été publié par Fayard. Vous avez parlé de complot. En effet, je vais vous en donner la preuve. Auparavant, voyons comment cette terrible affaire s'est terminée. Le 20 mai, il est mis fin officiellement aux opérations militaires, et les tribus insurgées font leur édition, ce qui n'empêche pas la répression de se poursuivre dans quelques régions isolées. Et puis, même si l'ordre est rétabli, comme l'affirme le gouverneur Châtaigneau au début du mois de juin, il y a des suites judiciaires. Les insurgés arrêtés? Ah oui, puis ils sont des centaines et des centaines. Et certains, une toute petite centaine, traduits devant la justice militaire, seront condamnés à mort. Exécutés? 20 d'entre eux, oui. Une observation avant de poursuivre. Et ça nous ramène au film Indigène. Beaucoup des futurs chefs du FLN ont combattu dans les rangs de l'armée française. Ah, ils ont donc contribué à libérer la France. Et 12 000 de ces combattants y ont laissé la vie. Aussi, lorsque ces jeunes gens sont revenus chez eux et qu'ils ont découvert les massacres qui ont suivi les événements de Sétif, ça a été un véritable choc pour eux. L'origine de leur engagement dans les mouvements nationalistes? Très certainement. Et leur radicalisation également. Et un homme l'a aussitôt compris. Un général français. Celui-là même qui a commandé les forces de répression. Le général Duval. Il a affirmé avec lucidité « J'ai assuré la paix pour 10 ans. Ouais. Ça voulait dire qu'au bout de ces 10 ans, une nouvelle insurrection se produirait? Exactement. Et remarquez-le, ce haut gradé ne s'est trompé que de 2 ans et demi, puisque le FLN ouvrira les hostilités fin 54. Ouais. Et pendant toutes ces années, le feu a couvé sous la cendre. Évidemment. Et les Européens, de moins en moins rassurés, se sont repliés progressivement vers les villes et le littoral. Alors, il est peut-être maintenant temps de me parler là, de ce fameux complot que vous m'annonciez. Tout à fait. Une observation d'abord. Et pardon si je me répète. La population européenne d'Algérie était encore très imprégnée par l'idéologie vichysoise.
Et en Afrique du Nord, l'épuration avait été très douce, sinon inexistante. Il y avait aussi des communistes, des socialistes dans les quartiers populaires d'Alger. Bon, On je suis votait à d'accord, gauche. Hein. oui, mais enfin, ceux qui appartenaient à ce que j'appellerais le parti colonial avaient été généralement hostiles à De Gaulle Ah, il lui préférait Giraud. et Darlan. Ouais. Et notez-le bien, le statut des Juifs, encore plus restrictif que celui qui avait été adopté en métropole, n'a guère suscité d'hostilité à Alger. C'est un euphémisme. Il faut rappeler que l'abrogation du décret Crémieux faisait à nouveau des Juifs des indigènes. Hein. Au même titre que les musulmans, oui, Ouais. mais ne nous éloignons pas trop quand même. Des membres éminents du parti colonial ont eu très peur du réveil du nationalisme algérien. Un homme surtout, qui va jouer un rôle de premier plan. Qui? Le secrétaire général du gouverneur, Pierre-René Gazagne. Un homme qui a passé son enfance en Algérie et y a même fait ses études. Ah, il est donc attaché à l'Algérie. C'est évident. Membre de plusieurs cabinets ministériels, il a fait un passage remarqué au commissariat aux affaires juives à Alger. Et il a appliqué sans état d'âme les consignes de Vichy, ce qui ne l'empêchera pas plus tard de recevoir la médaille de la résistance. Ah Enfin, oui. passons. Préfet des Landes, sous l'occupation, il revient donc ensuite à Alger, où il occupe ce haut poste près du gouverneur Châtaigneau, un gouverneur avec lequel il ne s'entend guère. Ah, pour quelle raison? Châtaigneau a la réputation d'être libéral, et même, quelle horreur, d'être plutôt bienveillant avec les indigènes. Et ça lui vaut aussitôt l'hostilité de son secrétaire général et du clan colonial, très présent dans l'administration, où l'on est volontiers raciste, tandis que ce même parti colonial encense Gazagne, en qui on voit un protecteur et le garant d'une politique de rigueur et d'autorité à l'égard des indigènes. Ouais, mais alors pourquoi Châtaignon ne se débarrasse-t-il pas de Gazagne? Là, parce que ce dernier connaît parfaitement l'Algérie qu'il a parcourue autrefois de long en large. Ah ouais, l'homme indispensable, quoi. Et c'est aussi l'opinion du ministre de l'Intérieur, André Tixier, qui pourtant, en tant que socialiste, se méfie de la tendance de Gazagne à toujours préférer le bâton à la carotte. Ouais. Si je comprends bien, la Gazagne peut donc en quelque sorte servir de contrepoids au trop libéral Châtaignon. Ou trop faible Châtaigneau, vous voulez dire. Bah, c'est aussi l'avis des militaires. Vous savez bien, les indigènes ne peuvent être gouvernés qu'avec autorité et sévérité. Ah oui, c'est le seul langage qu'ils comprennent. Hein. Or, justement, en cette première moitié de l'année 1945, ils s'agitent. Et Churchill et Roosevelt, en adoptant cette charte sur le droit des peuples à l'autodétermination, n'ont fait que leur monter la tête. Par conséquent, il faut frapper un grand coup pour extirper le mal. Ouais, le mal indépendantiste. hein. Bien entendu, il faut crever l'abcès. Et c'est ainsi que naît l'idée du complot. Qui consiste exactement en quoi ce complot? Il s'agit de pousser les Algériens à la faute. Et de les inciter à descendre dans la rue? Et puis ensuite, à la faveur de la répression qui doit être la plus dure possible, non seulement on se débarrassera de pas mal d'agitateurs, mais on leur fera aussi peur pour très longtemps. Qu'ils hésiteront après à Ouais, revendiquer. c'est à peu près ça, ouais. Et qui fait partie de ce complot? Gazagne, bien sûr, mais aussi ce préfet de Constantine dont je vous ai déjà parlé, et puis naturellement Akiari. Mais les grandes voix de la communauté pied-noir, comme le directeur de l'Écho d'Alger, Alain de Sérigny, s'ils n'en sont pas concrètement, ne doivent guère en être éloignés. Et puis, bien sûr, les comploteurs disposent de relais dans la haute administration et dans l'encadrement des forces de l'ordre. Mais avant, il faut allumer la mèche. C'est-à-dire? Je vous explique. D'abord, il y a certainement une tentative d'infiltration chez les militants les plus durs du PPA, à qui on a fait croire qu'il était temps d'agir et de bousculer des dirigeants nationalistes trop attentistes. Ouais. Ferrat Abbas, par exemple. Et même Messaliadj, fin politique donc, trop prudent. Ensuite, profitant d'un déplacement de Châtaigneau à Paris, les comploteurs se sont servis d'un incident relativement mineur, la tenue d'une réunion de quelques nationalistes dans un lieu privé. Gazagne envoie contre eux des gendarmes qui sont repoussés manu militari. Ce premier incident est suivi par un second, où c'est le préfet d'Alger qui est un peu malmené. Pour Gazagne et ses amis, ça suffit. Ça signifie quoi? Messali, accusé de sédition, est arrêté. Et plusieurs autres militants sont inculpés de rébellion. Quand Châtaigneau revient à Alger, il est trop tard. Ouais. Mais Sali va même être exilé, m'avez-vous dit, en Afrique noire. En hein. effet, oui, sa seule présence sur le territoire algérien est jugée trop dangereuse. Quoi qu'il en soit, la nouvelle de l'arrestation de Messaliadj provoque une immense émotion dans les milieux algériens. Le reste est prévisible. Quand les nationalistes vont descendre dans la rue pour célébrer la fête du travail, puis la victoire, ils demanderont forcément la libération de Messali, malgré l'interdiction des pancartes politiques. Et pour être bien sûr que l'affaire dégénérera, il y aura encore ces meurtres en début de cortège. À Sétif, puis à Guelma. hein. Alors, la colère des manifestants les manifestants indigènes qui vont assassiner des Européens était prévue?
Je le pense. Même si Gazagne n'avait certainement pas prévu une réaction aussi brutale. Ouais. Il y avait donc, en quelque sorte, préméditation. Je le pense, oui. Quant à Ferratabas, il a été arrêté le matin même du 8 mai 1945 dans l'antichambre du gouverneur qui s'apprêtait à le recevoir. Les événements de Sétif sont revenus au premier plan de l'actualité en février 2005, alors que l'Assemblée nationale discutait de la loi très contestée sur le rôle positif de la colonisation. L'ambassadeur de France en déplacement à Sétif a reconnu au nom de notre pays que le massacre était inexcusable. C'était la première fois qu'un représentant officiel de la République française reconnaissait la réalité des faits et employait des mots aussi forts que massacre et tragédie inexcusable. Enfin, je voudrais vous recommander 3 livres relatant ces événements. Chronique d'un massacre de l'historien algérien Boussif Merhaled chez Syros, Aux origines de la guerre d'Algérie de Annie Ray Golzegué à la découverte, et l'ouvrage le plus récent, Sétif 1945, Histoire d'un massacre annoncé de Jean-Louis Planche, paru en 2006 chez Perrin. Et plus généralement aussi les nombreux ouvrages que Benjamin Stora a consacrés à cette Algérie où il est né, dont le dernier, Les 3 exils juifs d'Algérie, chez Stock. Autant de livres dont vous pourrez retrouver les références sur franceinter.com. À samedi prochain et merci à Michel Biou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub.